Opportunité en or ce soir pour Yannick Sinner et Alex de Minaur qui joueront pour un premier grand titre en Masters 1000. L'Italien semble partir avec une petite longueur d'avance sur Bip Bip, Djokovic, Barbu et Tsitsipas qui mangent une pastèque sur un parking. Et oui, ça ne s'invente pas. C'est le programme troglodyte de ton nouveau digest de Toronto. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la première info, Novak Djokovic qui est enfin sorti de sa grotte, tel Old Boy. Vous connaissez ce film coréen avec le gars qui sort et qui veut se venger. Eh bien regardez, Novak Djokovic est prêt à se venger à Cincinnati. Alors on le voit à l'entraînement, c'est un petit post Instagram il y a quelques heures, ça a été posté sur son fil officiel et vous le voyez, on arbore une jolie barbe du côté du joueur serbe et surtout, alors je peux pas la passer mais il y a une musique assez géniale qui qui entoure cette petite séquence. Alors je vais essayer de la faire à la bouche. Vous ne m'en voulez pas. Il y a les joueurs qui s'entraînent et qui sont là pour remporter des grands chelems par exemple, et puis il y a d'autres joueurs qui se nourrissent de pastèques sur des parkings, et ça concerne en précision Stefanos Tsitsipas et Paula Badoza, donc le Titi Doza qui vous a hanté depuis ce printemps, et donc on voit la préparation assidue de Stefanos Tsitsipas à Cincinnati et à l'US Open, et je pense qu'avec une prépa comme ça, il sera l'un des grands favoris certainement. Nouvelle info dans ce côté réseau échevelé, c'est Constance de Je sais tes maths qui nous donne une stat très intéressante et aussi qui pointe le fait que Alex de Minaur est peut-être un joueur légèrement sous-coté en 2023. Regardez ici les plus grands nombres de victoires face au top 10 en 2023. Alors nous avons Carlos Alcaraz au top du top avec 8 victoires, Novak Djokovic qui le suit à 7 victoires, Daniil à 6 victoires, donc ce sont vraiment les 3 meilleurs joueurs de la saison 2023. Et on a Bip Bip, attention, à 6 victoires, et on va en reparler d'ailleurs d'Alex de Minaur d'ici quelques instants. Dernière info de ce côté réseau, car les meilleures choses dans la vie doivent être intenses, courtes et passionnelles. Une interview du coach d'Arthur Fils dans l'équipe, alors c'est un article qui est payant, donc je vous montre juste une toute petite réponse, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez le consulter en intégralité, et Arthur Fils qui est en qualification à Cincinnati aujourd'hui à 16h, son deuxième tour des qualifs, et là on lui pose la question au coach de Arthur Fils, qu'est-ce qui s'est passé cette saison, le moment clé peut-être dans sa progression au niveau des émotions, et il répond le match de Gstaad. Ce n'était pas une bonne partie, mais avec les sensations du jour, les choses à gérer avec la gestion de l'altitude qui est nouvelle pour lui, le fait d'être opposé à un joueur à domicile moins bien classé, il a tenu le cap jusqu'au bout, il n'a jamais perdu pied, et cette défaite justement, d'après le coach d'Arthur Fils, elle a préparé à ce qui s'est passé à Hambourg avec une qualification en demi-finale, et c'est ça qui est intéressant, c'est le processus de construction d'un jeune joueur, d'un prospect, qu'est-ce qui peut se passer sur certains matchs, même s'il y a des défaites, parfois c'est plutôt l'analyse de l'attitude, la constance dans le travail qui va finir par payer à un moment donné. On bascule sur le coin tactique, les demi-finales de Toronto qu'on va analyser, alors ça va aller très vite parce que on a vécu les amis hier, alors surtout le Fokina de Minaur. Oh la purgeasse, oh là 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 là, et mouillez-vous bien la nuque parce que les palettes qui vont arriver, je pense qu'elles sont particulièrement salées. Alors déjà, des choix ésotériques de la part de Fokina, pas mal de vent aussi dans cette opposition, et de Minaur, très alerte sur ses courses. Fokina qui est totalement passé à côté de son affaire, alors ici, une faute en longueur, en revers, alors j'ai des stats qui vont vous faire froid dans le dos, 15 coups gagnants, 38 fautes directes en 16 petits jeux, 38 fautes directes en 16 jeux, ça fait plus de 2 fautes directes par jeu, donc en gros le mec il a donné la partie sur un plateau. De Minaur lui, à contrario, j'ai trouvé très malin dans ces conditions difficiles, il est à 9 coups gagnants, 9 fautes directes, donc un jeu sécuritaire avec les courses latérales, avec une défense assez prodigieuse, c'est un déplacement élite du côté d'Alex de Minaur, c'est pas un joueur qui est très charismatique, mais c'est une espèce de mélange entre Leighton Hewitt et Michael Chang, je trouve, dans l'esprit. Il a aussi modulé son jeu par rapport au match contre Medvedev, il y a eu beaucoup moins d'incursions à la volée, on est à 5 sur 5, avec une idée principale pour de Minaur dans cette partie, ça a été d'extraire des fautes, voilà, de faire travailler Fokina, parce que Fokina a énormément donné, et il faut aussi louer la transition du côté de Minaur, parce qu'il était à Los Cabos la semaine dernière, les conditions sont très différentes, on l'a appris au niveau des balles, là les balles rétrécissent à Toronto, alors qu'elles avaient tendance à grossir à Los Cabos, et c'est l'intelligence de jeu, c'est l'adaptabilité qui compte dans le tennis, et là une volée haute, caviardé, symbole de cette partie épouvantable. Une dernière statistique pour cette partie qu'on va essayer d'oublier au plus vite, car c'est un véritable traumatisme d'avoir assisté à ce spectacle. On a donc 9 jeux sur la deuxième manche, 8 breaks en total,
et un match caviardé sur la balle de match, et on peut enfin passer à autre chose dans nos vies. La deuxième demi-finale nocturne de Toronto, c'était entre Tommy Paul et Jannik Sinner. Alors quelques stats pour commencer, 8 breaks sur 20 jeux de service, c'est beaucoup, 22 balles de break au total sur l'ensemble des 2 sets, 27 coups gagnants, 64 fautes directes en cumulé pour les 2 joueurs, donc beaucoup d'erreurs de contrôle et de placement dans l'ensemble, moins de vent pourtant en nocturne. Ici par exemple un Tommy Paul qui est trop loin de la balle, qui va saccager ce coup droit. Paul qui à mon sens dans cette rencontre a commis une erreur tactique, c'est d'engager le combat de baseline face à Jannik Sinner. On le sait, Jannik c'est probablement un des 4-5 meilleurs joueurs en cadence sur la baseline, il est redoutable. Ici par exemple, on baisse un petit peu le genou et on va contrer Tommy Paul avec un magnifique revers comme ça, pile poil déposé sur la ligne. Donc l'idée pour Paul, c'était deux choses, engager un combat de baseline parfois, on a eu un échange de 46 coups carrément, et de mettre aussi des pics, c'est son jeu, c'est un jeu de rupture Tommy Paul. Le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de déchets côté coup droit, il y a 26 fautes directes au total sur 2 sets de ce côté-là, donc c'est beaucoup trop, et je pense qu'il aurait pu, parce qu'il a ce talent technique, ajouter de la nuance à son jeu, des petites amortis, des montées à contre-temps, des slices, etc. pour forcer Sinner à se baisser, à générer du pace, et il l'a pas assez fait. Sinner du coup plus à l'aise dans ces conditions, et puis franchement quand la balle arrivait à bonne hauteur et qu'il s'appuyait dessus, mais les marmites enflammées qu'il a envoyé le tonton. Alors ici notamment on est sur le 10e jeu, Paul qui sert pour rester dans le set, et là un retour de service, de la ricotta avec des petites penne rigate. Un point important pour vous, pour comprendre aussi ce qui s'est passé dans cette rencontre, Tommy Paul avait l'air d'être manifestement diminué au niveau du bas du dos, ça c'est à 2-1 dans la deuxième manche, une manipulation qui a duré 5 minutes au total. Sinner qui va boucler la partie, même si voilà, c'est amusant, il y a eu 5-2 dans ce deuxième set, il se fait rattraper, il y a une tension palpable forcément parce que Sinner à partir des demi-finales était considéré comme le grand favori pour la victoire finale justement, et ce sera tout à l'heure à 22 h, donc petite tension, et aussi c'est toujours un peu la même idée avec lui, il a pas ses ajustements parfois sur des balles qui sont pas attaquables, mais il va quand même y aller, c'est son ADN tennistique. Ça manque de variété du côté de Jannik Sinner. Et le truc aussi avec ce joueur, et c'est un peu le piège dans lequel il peut avoir tendance à s'enfermer, c'est que son plan A est tellement fantastique, inarrêtable face à 97% des joueurs, que il n'a pas forcément ce besoin, cette nécessité d'aller ajouter de la texture, des amortis, des petits slices, etc. qui lui permettraient de passer le dernier cap. Bébé bout des îles, la finale de Toronto à 22 h heure française, tout à l'heure opposera Jannik Sinner à Alex de Minaur, vous l'avez bien compris. On regarde vite fait le head-to-head et il est sans équivoque, 4-0 pour Jannik Sinner. Alors le truc dans cette opposition, c'est que Sinner, il a le jeu parfait pour gêner Alex de Minaur. De Minaur, c'est pas un joueur qui génère beaucoup de puissance, beaucoup de pace. Sinner, à contrario, c'est un gars qui va te dégoupiller en cadence sur la baseline. Et c'est le fond de commerce, justement, de Bip Bip. C'est de faire des allers-retours, de te saucissonner pendant 15-20 frappes. Mais attention, il a montré de très jolis progrès en 2023. Il y a un titre à Acapulco, il y a une finale au Queens, également à Los Cabos la semaine dernière. Le revers, je trouve qu'il est vraiment très très bon, très impactant, frappé d'une manière rectiligne. Et puis il a montré aussi face à Medvedev qu'il était capable d'aller à la volée, d'aller provoquer sa chance, de piquer. Il faudra impérativement réussir à le faire. Alors est-ce que Jannik Sinner va lui laisser l'opportunité de le faire avec sa cadence épouvantable? C'est le grand sujet de cette finale. J'anticipe donc une victoire en 3-7 pour Sinner et un premier titre en Masters 1000 pour le jeune joueur italien. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la pousser aussi pour la faire décoller dans le monde merveilleux de l'algorithme YouTube. Et on se retrouve demain, du coup, ce sera pas en matinée parce que je suis sur le Max sans filet à 11 h, mais en fin d'après-midi, début de soirée pour le grand débrief de Toronto. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez une salade composée.